Bonjour à tous. On va essayer d'aborder la question, la France est-elle armée pour combattre la cybercriminalité? Donc là, on va monter de quelques degrés en termes de crise anxiogène pour voir un petit peu où vous en êtes. Je rappelle que hier, même le numéro de téléphone portatif du président de la République s'est retrouvé sur les internets, c'est dire que personne n'est protégé. On est donc confronté sans doute à une pléthore de nouveaux risques. Peut-être, avant d'aborder les nouveaux risques avec vous, mon général, Marie-Odile Crinon, donc vous êtes fondatrice de MRC2, c'est bien ça? Et vous êtes une spécialiste du management des risques et des crises cyber. Vous avez des clients dans des très grosses entreprises. Alors, le principe de la sécurité, c'est qu'on ne les nommera pas, mais on peut dire qu'il y en a dans des domaines très variés, notamment de... Ça, on a le droit de dire les secteurs? Les secteurs, on a le droit de dire, bon, de l'énergie ou de la banque, dont on peut voir évidemment, et on a entendu dans la table ronde précédente, comment est-ce qu'ils peuvent être exposés à l'ensemble de ces nouveaux risques. Vous, au début, ce que vous voulez dire sur est-ce qu'on est armé pour combattre la cybercriminalité, c'est une question de posture. Et d'abord, avant de s'angoisser à essayer de lister tous les risques auxquels on peut faire face et qui pourraient être un frein à l'innovation, vous nous dire quelques mots sur la révolution Internet et à quel point c'est merveilleux. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Bonjour. Oui, je souhaitais qu'on débute cette table ronde et je crois que les personnes qui nous ont précédés nous ont beaucoup aidés pour rappeler qu'avant de s'angoisser sur ces problèmes de sécurité, on vit une époque formidable. On parle de nouvelles révolutions, révolution 4.0, 3.0, peu importe comment on la qualifie. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune ingénieur au siècle dernier, il y a bien longtemps, on parlait déjà d'intelligence artificielle et de systèmes experts. Mais le problème, c'est que concrètement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien parce qu'on n'avait pas de données, parce qu'on n'avait pas de puissance de calcul. Et en fait, ça restait de la théorie. Et aujourd'hui, ce que je trouve fantastique, c'est qu'on a enfin les moyens d'apporter des solutions, que ce soit dans le monde de la santé, de la banque, de l'énergie. On a vu beaucoup d'exemples aujourd'hui. Et je pense qu'il faut d'abord saisir ces opportunités. Naturellement, il faut penser à la sécurité et à la confiance, parce qu'il n'y aura pas de transformation digitale sans confiance, c'est clair. Mais pour avoir eu la chance de travailler et d'étudier des deux côtés de l'Atlantique, je voudrais qu'au-delà du principe de précaution, on retrouve de ce côté-ci de l'Atlantique le principe d'innovation, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, des nanotech ou des biotech, qu'on se prenne un petit peu par la main et qu'on saisisse toutes ces opportunités, naturellement en restant vigilant sur des problèmes de confiance qui sont absolument nécessaires. Marc Vatin-Houard, donc votre bio est présente dans le livret. Vous êtes général d'armée, vous avez fondé, vous êtes directeur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et vous avez fondé un forum sur la cybersécurité. Vous avez conseillé des personnalités politiques dont les téléphones portatifs ne se sont pas retrouvés sur Internet. Donc ça veut dire que vous êtes meilleur que les actuels. Vous avez entendu ce qu'a dit Marie-Odile. Effectivement, préférer le principe d'innovation au principe de précaution. Mais quand on va vers le principe de précaution, c'est-à-dire quand on fréquente les forums comme celui que vous avez fondé, on entend des choses terrifiantes. On entend que demain, les terroristes pourraient prendre la main sur toutes les voitures autonomes et les faire se clasher. Je crois que la dernière fois qu'il y en a eu à Berlin, on nous a expliqué que la vraie bombe de demain, c'était les fours domestiques connectés qui demain exploseraient tous. Alors, est-ce qu'on joue à se faire peur et c'est quoi la cartographie, je dirais, raisonnable des risques auxquels on est exposé en France? Il ne faut surtout pas se faire peur. Il faut partir du principe que la transformation numérique, c'est quelque chose d'extraordinaire, un des événements les plus fondamentaux que nous avons connus depuis près de 20 siècles. C'est quelque chose de fondamental parce que ça va nous apporter une liberté, un accès à la connaissance, un accès à la culture, au savoir, au déplacement, au commerce, à toutes les libertés qu'on connaît aujourd'hui, comme jamais nous l'avons eu jusqu'à maintenant. Et donc tout doit être mis en œuvre pour justement servir cette liberté. Et si on parle de sécurité, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen, une condition. C'est parce que nous sécurisons les systèmes, c'est parce que nous sécurisons nos transactions que nous pouvons garantir la liberté de l'espace numérique. Et c'est ça, je crois, qu'il faut avoir à l'esprit. Parce que si on part sur un raisonnement inverse, en disant « regardez comme c'est dangereux, regardez comme les cyberattaques se multiplient, regardez comme les choses deviennent dramatiques », alors on se déconnecte et on arrête, on revient à l'âge de pierre. En revanche, si on a une vision différente, positive,
qui conditionne justement la liberté à la sécurité et qui fait en sorte que la sécurité n'est pas un objectif en soi, mais une finalité, c'est de favoriser justement les échanges sur Internet. Alors c'est une autre vision des choses, c'est une autre approche beaucoup plus optimiste et beaucoup plus, comment dirais-je, enthousiaste que celle que nous avons parfois parce qu'on a un discours beaucoup trop, comment dirais-je, dramatique. Alors ça, je crois que c'est très important. Alors, en même temps, il ne faut pas être naïf. Pas être naïf, c'est te dire, attention, l'espace numérique se développe. Parfois, ceux qui le développent n'ont pas intégré la sécurité by design, comme on dit aujourd'hui. C'est un mot très à la mode avec le règlement général sur les données à caractère personnel. Ils n'ont pas conçu la voiture autonome en pensant qu'elle pourrait être hackée. Ils n'ont pas pensé quel ou tel système génial, mais pourrait faire l'objet de cyberattaques. Donc c'est là où il faut, en amont, que tous les acteurs, qu'ils soient juristes, techniciens, ingénieurs, se mettent ensemble pour dire bon, comment concevoir, dès la conception, c'est le cas de le dire, la sécurité de l'espace numérique. Alors, un point que je voudrais quand même développer, et peut-être on aura l'occasion de revenir dessus après, c'est qu'on a rarement parlé de la couche matérielle de l'espace numérique. Or, on sait très bien que des data centers, ça peut se détruire, que des câbles sous-marins, ça peut s'arracher, et donc Internet peut être coupé de main autrement que par des malwares. On a beaucoup parlé des malwares depuis la loi Godfrey, depuis les intrusions, les pénétrations, les entraves, ainsi de suite, et on a raison. Simplement, je pense que dans les 50 ans à venir, avec l'intelligence artificielle, la threat intelligence, on arrivera en amont à protéger davantage les systèmes, et on oublie une chose, c'est qu'il y a une troisième couche, c'est la couche sémantique, c'est la couche des données. Or ça, c'est la couche la plus vulnérable. C'est nos données de caractère personnel, c'est mon intimité, c'est ma manière de vivre, c'est ma privacité, comme on dit, mais sauf qu'en France, la liberté individuelle, la liberté, c'est autre chose, c'est bien plus important que la privacité côté anglo-saxon. On oublie que finalement, c'est la couche sémantique, celle du sens. Or, la vraie bataille dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui, c'est pas de savoir si on met le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, si on a des pare-feux, c'est que sera l'homme dans les 50 ans à venir, un zombie ou un être humain maître de l'espace numérique. C'est ça le vrai enjeu. Or, aujourd'hui, on le voit bien avec les fakes, avec la propagande, avec tout ce que l'on peut imaginer sur cet espace sémantique. C'est là où la véritable menace se présente pour l'être humain. Il va donc falloir non pas une résilience des systèmes, mais une résilience des êtres humains. Voilà, à mon avis, l'enjeu du 50 ans à venir. Donc vous êtes optimiste, mais avec trois gros dangers que tout le monde a bien vus. Si vous voulez continuer, je viens de finir hier le bouquin de Yuval Noah Harari qui avait écrit Sapiens, qui nous avait enchanté sur l'histoire de l'humanité. Là, il a écrit la suite qui s'appelle Homo Deus et il partage un peu vos craintes pour l'avenir de l'humanité. Il essaye d'être optimiste, mais il se force un peu quand même, ça s'entend. Philippe Gendreau, pour conclure sur ce point, vous qui êtes à la tête du groupement des industries de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, et on dit plus simplement JCAT, vous sur cette dialectique entre sécurité et liberté, pessimisme et optimisme pour aller un petit peu vite, vous trouvez qu'il y a quand même un peu une responsabilité de la part des pouvoirs publics qui ne sont pas toujours capables de mettre en avant, au fond, les bénéfices concrets que les citoyens touchent de cette sécurité. Et que ça nous ferait peut-être mieux l'accepter. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je fais partie des gens qui trouvent qu'on fait des choses extraordinaires avec les machines qu'on a maintenant dans nos poches. Mais je pense que l'espace public n'est pas assez, sur cette question très particulière, l'espace public n'est pas assez investi par les optimistes. C'est-à-dire qu'effectivement, le moindre souci, le moindre inquiétude est aussitôt... ça fait les lignes. Alors je sais bien que les journalistes ne sont pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Hein. Je me le suis fait dire assez souvent. Mais il y a quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'explique pas aux gens, finalement, pourquoi... est-ce que l'État ou d'autres collectifs ou d'autres organismes publics auraient besoin de vos données ou voudraient les avoir ou voudraient les utiliser, alors que finalement Facebook l'explique même pas beaucoup plus, mais tout le monde trouve que c'est très bien de donner toute sa vie à Facebook parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose en face dont on bénéficie. Or, le côté bénéfice que peut avoir le fait que l'État sache qui vous êtes, puisse le prouver, puisse vous défendre, n'est quelque chose qui est assez finalement évanescent pour les humains. Et alors,
Sur cette histoire de principe de précaution, pour rebondir sur ce que vous avez dit, moi, il y a quelque chose qui me fascine, je prends un exemple très basique, la voiture autonome. La voiture autonome, on est tous en train, enfin depuis ce matin, j'écoute les différents intervenants, on est tous en train de paniquer, de se faire peur, de se rassurer sur « mon Dieu, on va prendre le contrôle, mon Dieu, il va y avoir des accidents, etc. etc. » Bon, admettons. Je dirais, si la voiture autonome ne tuait en France que 1000 personnes par an, ce serait un énorme progrès par rapport à la situation actuelle où la voiture conduite par le brave Homo sapiens en tue plus de 3500. Donc, effectivement, on se fait des nœuds en se disant « Mon Dieu, la voiture autonome, ça m'ennuierait d'être tué par une voiture autonome. C'est sûr que ça me fait moins de peine d'être tué par une voiture conduite. » Mais ça me semble le cœur de notre raisonnement sur les problématiques de sécurité et de cybersécurité en particulier. Il faut définir un niveau où on accepte un certain niveau de risque simplement parce que l'humain ne fait pas mieux. Alors sur ces questions de la voiture autonome, juste la différence, alors j'entends ce que vous dites, hein, et je sais que c'est pour ça qu'il y aura le triomphe inéluctable de la voiture autonome, et moi ça m'arrange parce que j'ai pas mon permis, mais malgré tout, si j'ai un accident avec un être humain, on fait un constat, etc. etc. Que se passe-t-il quand c'est une voiture autonome? C'est-à-dire qu'il faudra systématiquement intenter un procès à Google, qui a un bataillon d'avocats, et c'est ça qui angoisse les gens au fond. En fait, oui et non, c'est-à-dire que c'est en train de se jurisprudencer pour d'autres systèmes, et la voiture autonome prend cette direction-là, en particulier sous l'impulsion anglo-saxonne et californienne en particulier. Le constructeur est responsable de la machine à partir du moment où vous ne la pilotez pas. En fait, si vous montez dans une voiture autonome, il vaut mieux pas toucher le volant, c'est pas de votre faute si ça plante. Si vous la touchez et qu'il se passe quelque chose, vous êtes responsable. Et alors maintenant, à la question pourquoi est-ce que la voiture autonome va s'imposer, en fait, c'est pas tellement la voiture, c'est surtout le camion, parce que l'équation économique est monstrueuse. Vous avez pas besoin, le camion, non seulement c'est pas tellement une question du salaire du chauffeur, mais c'est le camion autonome, il n'a pas besoin de dormir, il conduit pas en état d'ivresse, il est capable d'assurer une certaine ponctualité. Il peut rouler très très près de son copain, donc il utilisera mieux l'infrastructure. Donc c'est du côté du camion que l'équation va être énorme. Pour vous donner une idée de l'équation économique, je discutais l'autre jour avec des assureurs. Un grand assureur de la place m'expliquait qu'ils estimaient que l'arrivée de camions et de la voiture autonome va faire chuter le marché de l'assurance auto de 70%. Donc voilà, et mon fils d'ailleurs m'a expliqué qu'il pensait qu'il était, pour rebondir sur ce que vous dites, qu'il était la dernière génération à passer le permis. Et lui en plus est très sensible aux problèmes de SAM et tout, c'est quand même nettement plus sympathique de pouvoir voir tout le monde quand on va en soirée plutôt que d'avoir quelqu'un qui ne boit pas. Marie-Odile, vous vouliez rebondir là-dessus sur la responsabilité des entreprises? Oui, on se posait la question ce midi de comment les assureurs vont pouvoir trouver d'autres vecteurs de croissance et de revenus. Et je racontais que j'avais été approché par un certain nombre d'entre eux pour en fait créer des packages, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de lois aujourd'hui, dont le règlement sur les données personnelles, qui vont donner aux entreprises la responsabilité de prouver qu'ils ont fait tout ce qu'il faut pour protéger le patrimoine informationnel qu'on leur confie. Et donc les entreprises vont devoir s'assurer contre ce risque-là. Et les assureurs sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer, que ce soit aux grandes entreprises, aux PME qui peuvent être sous-traitantes de ces grandes entreprises et donc responsables de la même façon. Donc je pense qu'il y a un nouveau business à capter, un petit peu complexe aujourd'hui en termes de modèle, mais ça ouvre des portes extrêmement intéressantes. Tout à fait, et je pense, enfin, et là-dessus, nous, même particuliers autonomes, on est beaucoup moins bons que les entreprises. Je vais prendre un exemple tout bête. Combien d'entre vous dans la salle ont mis leurs photos personnelles, leurs photos numériques, sur un disque dur qui n'est pas sur le réseau? L'assurance finit contre les ransomware. Bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, en rentrant chez vous, vous allez prendre un disque dur et vous allez mettre vos photos parce que c'est le truc le plus précieux dans vos souvenirs et vous avez probablement 10 ou 15 ans de photos sur votre ordinateur. S'il arrive quelque chose à ces photos, c'est pas parce qu'ils sont enregistrés sur un disque réseau que vous allez les sauver, il faut effectivement les mettre quelque part. Il faut avoir un backup. Et je tiens à parier que 50% des gens dans la salle n'ont pas ce genre de choses. Donc, on demande aux entreprises de faire un certain nombre d'efforts, de réactions, et c'est normal, ce sont des professionnels, donc on ne tolère pas du professionnel ce qu'on tolérerait d'un particulier.
Mais au niveau des particuliers, on n'est pas très bon en termes de cyberprotection. Alors, cette question nous montre bien que des métiers vont quand même changer. Regardez la question de la responsabilité civile, voire pénale en matière d'accident de la circulation avec une voiture autonome. C'est un autre référentiel de responsabilité, ça va être un autre dossier à plaider différemment par les avocats demain. Pour les assurances, vous dites les assurances vont perdre beaucoup de marché sur l'automobile, elles vont gagner en matière de cyberassurance sur la protection des données ou des systèmes. Donc en fait, nos métiers, tels que nous les connaissons aujourd'hui, du fait ou à cause ou grâce à la cybersécurité au sens large du terme, vont complètement changer. Il va y avoir de nouveaux paradigmes sur lesquels il va falloir reconfigurer. D'où d'ailleurs un problème majeur. C'est est-ce que nous sommes en train, en ce moment, dans les universités et les grandes écoles, de former les hommes et les femmes aptes à résoudre les problèmes de cybersécurité de demain? Ça, c'est une vraie question. Alors, elle n'est pas prévue au mais je la programme pose. de la table ronde. Et j'avais un certain nombre d'autres questions. Marie-Odile, pour rester sur cette question de la responsabilité, les Français, de manière générale, c'est un des collègues de Boris Cyrulnik qui s'appelle Michel Schneider qui a théorisé ça dans Big Mother, on a tendance à se déresponsabiliser et aller vers l'État dès qu'une catastrophe arrive. Alors, les catastrophes naturelles, en ce moment, le parallèle est criant entre Harvey, où vous avez la société civile américaine qui se mobilise, et nous, où on a tendance à demander au président Macron de tout faire. Vous, est-ce que vous sentez que dans les boîtes, tout le monde a pris le pli et s'est responsabilisé, et qu'eux-mêmes, ils responsabilisent leurs employés pour que ça descende en bas et qu'on n'attende pas tout d'en haut? Je pense qu'il y a une évolution importante. Alors, c'est compliqué de répondre de façon générique parce que la France, c'est vaste. Hein. Il y a les citoyens, les grandes entreprises, les plus petites, les organisations publiques, privées, des filières extrêmement protégées, entre guillemets, comme le nucléaire ou la banque. De façon globale, moi, en 2-3 ans, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est quand même importante. Et principalement du fait des grandes attaques qui ont été médiatisées ou des gens qui se sont retrouvés écran noir pour TV5 Monde, Saint-Gobain l'autre jour qui lui a dit que Petya va lui coûter quelques centaines de millions d'euros et qui s'est retrouvé avec des entrepôts bloqués. Donc je pense qu'en termes de sensibilisation, on commence à comprendre qu'il y a un risque là. Bon, c'est encore assez hétérogène. Par contre, sur qu'est-ce qu'il faut faire, je pense qu'on est encore un petit peu loin des réflexes de base. On parle beaucoup de technologie depuis tout à l'heure. Moi, je pense que le risque, il est d'abord sur l'humain. On l'a vu, hein, des choses aussi basiques que le password affiché sur l'écran ou ce genre de choses. Donc, il est d'abord sur l'humain, sur des comportements humains. Et puis ensuite, il est sur de la technique, des procédures, organisation et autres. Alors, il y a des lois qui essaient de forcer, on parlait du règlement là, sur les données personnelles, la loi de programmation militaire pour les OIV, un certain nombre de lois avec à la clé soit des amendes importantes, 4% du chiffre d'affaires mondial pour GDPR, ou du pénal pour d'autres. Est-ce que la bonne solution, c'est l'amende et c'est la loi? Oui, pourquoi pas. Mais je pense que c'est d'abord l'éducation et la sensibilisation. Moi, j'aime beaucoup, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, la campagne sur une chaîne publique, je crois que c'est France 3 de tête, sur les données personnelles. Qu'est-ce qu'on fait de vos données? À quoi on s'engage? Vous voyez d'autres grandes entreprises qui ont publié des chartes sur les données personnelles. Je pense au Crédit Agricole ou à la Maïf. Aujourd'hui, quand vous devenez client ou sociétaire de ces entreprises, on vous remet la charte des données personnelles. Et je pense que tout ça, ça concourt à la sensibilisation des gens, qui est pour moi la clé. Hein. Ensuite, on va parler de comment on détecte et on réagit à une attaque et comment il faut se préparer à être résilient. Mais je pense que sur la sensibilisation, on progresse, mais lentement. Philippe, sensibilisation, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut de la formation, puisque Marc Watin le disait à l'instant, est-ce que c'est dans les universités? Est-ce qu'il faut, par exemple, que moi, si je peux répandre des risques, j'ai intérêt d'abord à aller me former pour être sûr que toutes les connexions que j'ai soient bien sécurisées? En fait, c'est un problème qui est assez standard dans toute la sécurité, pas uniquement la cyber.
C'est-à-dire que la sécurité, c'est l'affaire de tous, mais les soldats sont des professionnels. Mais voilà, donc effectivement, si vous avez besoin si vous êtes activement protecteur des autres, ben évidemment, ça demande une formation. Mais en revanche, vous devez chacun d'entre nous doit être à son niveau, sensible au problème et assurer sa propre protection. Nous, typiquement, quand on fabrique des brochures capacitaires pour expliquer la protection de sites sensibles, des choses comme ça, la cybersécurité est un des éléments, ce n'est pas le seul. Si vous le prenez le truc à l'envers, c'est pas la peine de mettre des pare-feux en or massif dans tout votre système si la personne qui fait le ménage le soir, vous ne savez pas qui c'est, si votre PC reste allumé, voire si le mot de passe figure sur le petit post-it parce que c'est plus pratique pour tout le monde. Donc c'est ce genre de choses qui se produit. Toutes les grandes fraudes, enfin un grand nombre de fraudes, et en particulier un grand nombre des fraudes spécifiques ciblées sur des entreprises, passent tôt ou tard par un côté d'ingénierie sociale avec recueil d'informations sur un employé identifié comme vulnérable, recherche d'abord de l'employé vulnérable et puis identifié comme vulnérable. Le cas caractéristique qui n'est pas une fraude cyber mais qui est une fraude du même ordre, c'est la fraude au président où ça marche entièrement par ingénierie sociale. Donc oui, il faut sensibiliser absolument tout le monde. Et c'est ce qu'on fait ici d'ailleurs. Et on a aussi besoin de professionnels, parce qu'on ne sait pas tout. C'est aussi simple que ça. Sur la question de la responsabilisation des individus, Marc, après tout, pour l'instant, on est dans une période où, quand il y a fraude, si vous êtes avec votre banque ou etc., pour l'instant, la banque assure et vous rembourse en considérant que ça n'est pas de votre faute. Mais on sait que nous, au fond, en tant qu'individus, on a souvent tendance à se reporter contre la grosse institution parce que ça va plus vite. Il y a des fumeurs qui se retournent contre Philip Morris et des mangeurs de McDo qui après expliquent qu'ils ont pris du poids. Ce sont des cas avérés. Comment ça va se passer avec le numérique? J'avais vu récemment une revue, je vous en parlais ce midi, assez confidentielle qui s'appelle Le Tigre, qui est une revue très très de gauche et à la diffusion assez intime, qui avait publié sur une 12aine de pages la vie d'un individu qui s'appelle Marc, où ils avaient, alors en plus c'est vrai mais c'est pas vous, et ils avaient retracé toute sa vie, y compris une infidélité conjugale, ce qui était un peu, alors et son numéro de téléphone portable, etc. Alors évidemment ils avaient changé le nom, mais le type s'était senti j'aime pas trop l'expression, mais c'était un peu un viol de sa vie privée. Et du coup, ce qu'il avait envie de faire, c'était de faire un procès à Google. Mais évidemment, il était le seul responsable, puisque le Tigre n'avait pas contacté Marc pour faire ce papier. Il s'était contenté de passer beaucoup de temps sur Internet et de récupérer l'ensemble de sa vie privée. Alors évidemment, dans ces cas-là, vous vous sentez violé. Qu'est-ce qui se passe? Puisque quelque part, c'est de sa faute, non? Nous sommes responsables de nos données. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons les maîtriser. C'est-à-dire tout l'esprit du RGPD ou du GPDR, ça dépend comment on le prononce, c'est de dire, attention, l'individu, le citoyen doit retrouver la maîtrise de ses données. Ça veut dire que si on traite ces données, ça doit être avec un consentement clair, avec une transparence sur les logiciels, sur les algorithmes, sur les profilages. Donc si vous regardez bien ce règlement européen, 173 considérants, 99 articles, bon, tous les soirs vous en lisez un, vous voyez que vous arriverez au 25 mai 2018, vous voyez bien que la volonté c'est quand même de faire en sorte que nous reprenions la maîtrise de nos données à tous les niveaux, au niveau individuel mais aussi au niveau collectif. On voit bien avec le débat sur le Privacy Shield qui est en cours avec les États-Unis. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important parce que nous ne sommes pas conscients de tout ce que nous émettons sur la toile, sur le web. Vous savez, la géolocalisation, même quand on parle des données, on oublie les métadonnées. Mais avec les métadonnées, c'est-à-dire les données qui expliquent les données, on peut reconstituer toute la vie d'une personne. Le chronodatage d'une photo, ça, la géolocalisation, les personnes qui sont dessus. Donc aujourd'hui, quand on émet, quand on envoie sur le web, sur les réseaux sociaux, des informations avec des données à caractère personnel, celles qui nous caractérisent, qui caractérisent notre vie privée, ce qui fait de nous un être unique. L'unicité, l'identité. C'est-à-dire, l'identité, c'est pas un tel, c'est je suis un être unique dans ce monde et je dois le rester. Et donc, tout ça, ça doit être pour nous quelque chose d'essentiel. Et quand je vois parfois des gens qui n'ont aucune
hygiène informatique par rapport à leurs propres données, ou des entreprises qui, de toute bonne foi, enfin, ignorant parfois les règles, se mettent à capter, utiliser, traiter des données en leur disant mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente par rapport aux futurs règlements européens ? Pas simplement par rapport à la loi d'aujourd'hui, mais celle de demain, avec 2%, voire 4% du chiffre d'affaires annuel de sanctions infligées par les CNIL européennes, françaises ou de l'Europe. Vous voyez que là, il y a vraiment un travail, et je pense qu'il y a une prise de conscience. Et s'il y a un travail en profondeur, notamment vis-à-vis des jeunes, qui aujourd'hui ont une déformation des pouces étonnante parce qu'ils sont en permanence en train de tripoter leur smartphone. Ces jeunes-là, il faut leur expliquer, attention, c'est votre futur qui est en cause. Vous protégez votre avenir parce que c'est l'idée qu'on aura de vous, l'image qu'on aura de vous, et vous serez un citoyen, vous serez un zombie. C'est ça la vraie question, vous voyez. Et ça, je pense qu'on n'est pas allé assez loin. Alors vous dites, dans votre question, est-ce que la France était bien armée pour lutter contre la cybercriminalité ? Elle a fait mieux, elle peut mieux faire. Mais surtout, il y a un domaine sur lequel nous devons travailler absolument, c'est la prévention et la prévention de proximité. Partout en France, on doit expliquer aux gens comment les choses se passent, aller dans la profondeur, dans les écoles, partout en leur disant « attention, c'est un outil extraordinaire, mais on ne l'utilise pas n'importe comment ». La voiture permet de conduire avant de prendre la voiture. Alors, on a créé, nous, un permis Internet, c'est symbolique, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on utilise quelque chose qui peut être extrêmement dangereux pour l'individu sans avoir la moindre formation. Oui, Donc, je voudrais rebondir là-dessus, parce que ça, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais vous l'avez présenté de manière totalement négative. Alors moi, maintenant, je vais le présenter de manière, je dirais la même chose que vous, mais un peu plus positive. C'est aussi une opportunité fantastique pour gérer votre franchise. Alors sans rentrer dans le quart d'heure Andy Warhol, j'ai été dans une vie antérieure consultant indépendant, vous êtes journaliste, nous gérons notre image dans ces cas-là. Nous faisons attention à ce que nous publions et nous utilisons les outils pour être connus, pour que nos messages passent. C'est ce qu'on fait tous les jours au GICAT ou que je fais à titre personnel. Donc c'est effectivement un risque réel, mais quand c'est quelque chose qui est totalement assumé et connecté et utilisé, c'est extrêmement puissant. Moi, j'ai trouvé des missions comme consultant grâce à LinkedIn, qui est un outil fabuleux, mais qui, il est vrai, raconte au monde entier toute mon expérience professionnelle. Bon, est-ce grave ? Oui ou non, ça dépend quelle a été mon expérience professionnelle. Et puis, il faut rappeler que vous pouvez bidonner. Sur LinkedIn, il y a eu un exemple récent d'un faux photographe humanitaire sur Twitter qui engrangeait les bénéfices de ces photos qu'il avait piquées sur des banques de données privées. C'est plus facile sur TripAdvisor, si vous voulez faire ça. Merci, je vais prendre des tuyaux à la fin. Alors je voudrais évidemment sanctuariser quelques minutes pour des questions de la salle. Je voudrais juste terminer avec un tour de table pour savoir si l'intitulé de cette table ronde était le bon, que les organisateurs ne m'en veuillent pas. La France est-elle armée pour combattre la cybercriminalité ? La cybercriminalité, par définition, c'est un peu comme le risque de Tchernobyl, elle connaît mal les frontières. Est-ce que c'est une bonne idée d'aborder cette question sur un prisme national ou est-ce qu'il faut uniquement le faire sur un prisme européen ? Qui se lance ? Je veux bien dire que... écoutez, ce week-end, il y a eu une réunion à Tallinn, en Estonie. C'était une réunion sur la cybersécurité à l'échelle de l'Europe. Bien sûr, nous pouvons et nous devons, nous, la France, faire des efforts. Nous en avons fait de manière considérable depuis 2008. Mais il faut faire encore davantage parce que l'enjeu est majeur. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas maintenant, c'est tout de suite. C'est vraiment un besoin, une nécessité absolue d'armer davantage nos forces, nos systèmes, et ainsi de suite, pour lutter contre la cybercriminalité. Mais on ne pourra pas le faire seul, il faut le faire avec l'Europe. Alors l'Europe, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu difficile d'en parler, mais moi je peux vous dire, il faut le faire avec l'Allemagne. Il faut repartir sur le tandem franco-allemand. Au FIC, il y a 3 ans, nous avons invité les Allemands et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe entre la France et l'Allemagne en matière de cyber, quelque chose de très positif. Et il va falloir reconstruire l'Europe un peu comme on l'a construit initialement, le tandem franco-allemand, puis après l'Europe des 6 et puis après l'Europe des 12. Et puis on ira jusqu'à 27, on n'ira pas à 28 puisque nos amis britanniques veulent malheureusement nous abandonner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la France, c'est un sujet
important, mais on ne peut pas traiter aujourd'hui les questions de lutte contre la cybercriminalité à l'échelle franco-française uniquement. Il faut le traiter à l'échelle au minimum de l'Europe et le traiter à l'échelle internationale. La seule difficulté qu'on a, et vous allez le comprendre tout de suite, c'est qu'il y en a qui veulent la gouvernance de l'Internet et d'autres qui veulent la gouvernance sur l'Internet. La différence entre les deux est simple. Gouvernance de l'Internet, je veux une voiture qui parte d'un point A à un point B, qui n'a pas de bouchon, qui arrive en sécurité dans les temps souhaités. La gouvernance sur l'Internet, je veux la même chose. Simplement, je veux savoir qui est dans la voiture et qu'est-ce qu'on y dit. Or là, jusqu'à maintenant, il y a une sorte d'opposition mondiale entre des blocs qui sont plutôt pour la liberté, des blocs qui sont plutôt pour la sécurité absolue, la sécurité nationale. Et tant qu'on en sera là, on n'arrivera pas à sortir du sujet parce que la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité demeurera un sujet évidemment politique. Vous avez tout à fait raison, mais là je suis optimiste. Il y a eu d'autres cas. Le dernier en date étant la fraude fiscale, où pareil, c'était dans tous les pays, tout le monde on nous disait on n'y arrivera jamais à y arriver. Et bien en fait, en 2018, le secret bancaire est en train de tomber et on sent bien que la fraude fiscale, au moins des particuliers, parce que la fraude fiscale légale des entreprises c'est une autre question, mais au moins des particuliers va devenir quelque chose d'extrêmement compliqué et qu'il y a une volonté globale de faire sauter le truc. On a vu également ça dans la propriété intellectuelle. Pendant des années, on nous a expliqué que certains nombre de pays d'Asie étaient des copieurs finis et qu'on n'arriverait jamais à les mettre au pas. Et bien finalement, les grands copieurs asiatiques commencent à reconnaître la propriété intellectuelle. Donc je pense que ça prendra du temps, je suis d'accord avec vous, mais il y a une logique de bien commun à un moment donné qui va probablement s'imposer. Je suis assez optimiste là-dessus. Alors, dites-vous qu'il y avait des clients qui sont évidemment internationaux. Est-ce que du coup, eux, ils poussent à ce qu'on ait une juridiction continentale sur ces questions de défense? Juste une petite anecdote. Ce matin, j'étais dans une rencontre que j'avais organisée entre des banquiers et des gens du monde de la défense. Et on était sur ce sujet de transformation digitale et de cybersécurité. Et à un moment, notre discussion est venue sur... Aujourd'hui, on a tous des messageries, de la bureautique qui sont tenues par des sociétés américaines, qu'elles soient Microsoft, Google et autres. Et comment on est obligé de passer au cloud parce que pour des raisons économiques, c'est clair qu'on ne peut plus se payer que des data centers personnels, enfin, dans chacune de ces entreprises. Et comment faire aujourd'hui? Donc, vous avez raison de souligner, de dire ça prendra du temps. Moi, je pense que néanmoins, il y a une vraie urgence. Et en particulier, je pense qu'on a une fenêtre de tir aujourd'hui sur un axe franco-allemand pour prendre un certain nombre d'initiatives. Je prends l'exemple ici d'un cloud. Les Allemands l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils étaient comme nous pris un petit peu dans la gueule du loup entre Google, Microsoft, et ils se sont dit pour basculer sur la solution cloud de Microsoft, ok, mais je vais le faire avec mon partenaire qui s'appelle T-Systems. Je vais y mettre des administrateurs qui ont un passeport allemand sur le territoire allemand pour savoir un petit peu qui accède à mes données. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une porte ouverte fantastique pour avoir ce genre d'initiative. Alors effectivement, plus à une échelle européenne ou au moins franco-allemande, compte tenu de la taille de nos marchés respectifs. Mais je pense que par contre, il y a un véritable sentiment d'urgence par rapport à ce problème d'intelligence économique et de sécurité. Ce serait le projet de relance européenne, le prochain Airbus, ça pourrait être un cloud européen. Ça peut être un cloud et bien d'autres choses. Il y a plein d'autres domaines. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de big data, on peut parler de biotech, de nanotech. Je pense que si on arrivait à faire une DARPA à l'européenne ou au moins franco-allemande, ça serait une superbe initiative. Il faudrait militer sur ce sujet. Alors, est-ce que vous avez des questions ou anecdotes si votre compte a été piraté? Si votre voiture automatique s'est retrouvée autonome, ouais. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous êtes anesthésié? Non? Je peux vous raconter une anecdote sur ce que représente le passage au numérique par rapport à ces problématiques et au changement de business que ça représente. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme consultant chez un émetteur bien connu de tickets restaurants. Alors un ticket restaurant, c'est simple, c'est des billets de banque. Donc la seule chose que vous risquez de faire, c'est de vous les faire voler. Donc quand vous êtes un émetteur de tickets restaurant papier, et le groupe a des activités dans plusieurs pays. Donc les pays sont plus ou moins numérisés en fonction des hasards de l'histoire. Donc dans un pays comme la France où le papier est roi, un émetteur de tickets restaurant, c'est une imprimerie dans une armoire forte.
Et une fois que le papier est sorti de l'usine et qu'il est arrivé chez le client, ce qui arrive après n'est plus le problème de l'émetteur. Dans un monde numérique, par exemple le Brésil, qui est complètement numérisé, l'émetteur est responsable de bout en bout. Il gère des comptes, en fait. Et donc, la même opération de ticket restaurant au Brésil par rapport à la France, au Brésil, la société, c'est un énorme call center et une escouade de policiers. C'est aussi basique que ça. Et donc, le business est complètement différent, bien que ce soit exactement le même produit, parce que la sécurité, c'est le point fondamental du fonctionnement de l'économie du ticket restaurant à partir du moment où il passe numérique. Il n'y a rien d'autre. Avant qu'on parte en pause, est-ce que vous avez un conseil pratique? Ah, une question premier rang. Ah, mais la salle est grande. Même si vous parlez fort, il y a un micro qui arrive, rassurez-vous, rassurez-vous. Oui, c'est pas vraiment une anecdote, c'est une remarque j'ai oublié votre nom, le général des armées, qui a parlé... Appelez-le mon général. Oui, voilà, mon général. Qui a parlé tout à l'heure j'allais dire évangéliser, mais c'est pas ça, de faire de la pédagogie auprès des jeunes, ce qui me paraît absolument aujourd'hui indispensable, effectivement. Je ne sais pas par quel moyen, si ça doit être une démarche citoyenne ou via des associations ou par l'éducation nationale, je n'en sais rien, mais je pense qu'effectivement c'est important. Pour avoir travaillé avec les collectivités locales, je pense qu'il faudrait aussi militer pour que les maires soient informés aussi de ces risques-là. J'ai vu, ils collectent des informations quand même sur les citoyens de tous les côtés, et moi j'ai vu des choses absolument atterrantes avec des serveurs, des bandes, des sécurités, des backups faits sur des vieilles bandes dans un local absolument pas sécurisé. Et donc, on demande aux citoyens de reprendre le contrôle de ces données. Moi, je dirais de prendre les contrôles de ces données, parce que, voilà, on ne l'a jamais pris. Mais je pense qu'il faut aussi faire une sensibilisation vers les collectivités locales. Alors, vous avez parfaitement raison. Mon centre de recherche travaille justement actuellement sur une cartographie, et nous allons travailler avec un certain nombre de collectivités territoriales, une cartographie des données. Il ne s'agit pas de savoir si c'est madame un tel ou monsieur un tel ou telle personne. Savez-vous, vous, collectivités territoriales, quelles sont les données à caractère personnel que vous collectez? C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Entre l'état civil, le cadastre, la bibliothèque municipale, le dispensaire, les EHPAD, le transport public, les transports scolaires, les cantines scolaires, tout, mais c'est absolument phénoménal. Et toute notre vie, en termes de formation, de création de données à caractère personnel, passe souvent par les collectivités territoriales. Ma commune en Bourgogne, charmante, 1500 habitants, comment voulez-vous qu'elle ait un DPO, c'est-à-dire un responsable de données à caractère personnel pour l'ensemble? Il faut donc avoir une réflexion beaucoup plus vaste en intercommunalité ou à l'échelon départemental pour effectivement que les collectivités territoriales, communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole, et ainsi de suite, et véritablement une stratégie dans ce domaine. Or, on les a souvent oubliés. Je me souviens qu'au FIC, au début, quand je dis qu'il faut combattre les collectivités territoriales, on me dit oui, il n'y a pas de business derrière. Tu penses qu'il n'y a pas de business? Il y en a un énorme. Vous parlez des jeunes. Je vais vous donner une anecdote très simple. J'enseigne dans un certain nombre d'universités. J'ai imposé dans toutes ces universités, dans tous les masters où j'enseigne, une partie cyber adaptée au métier. Notamment, j'enseigne dans une université qui n'est pas très loin d'ici, n'est-ce pas? Vous la chercherez, vous la trouverez. Un master d'administration des collectivités territoriales. Des gens qui vont être cadres des collectivités territoriales. Et je dis aux responsables du master, il faut impérativement qu'ils aient un cours de cybersécurité. Et il m'a répondu, si ça te fait plaisir, tu le fais. Si ça me fait plaisir. Et quand on a eu une réunion, il n'y a pas très longtemps, sur les questions de cyber dans les enseignements supérieurs, une personne, que je ne citerai pas, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche m'a dit « c'est bien tout ça, mais ce n'est pas à la nomenclature des masters ». Je lui ai dit
Il suffit de faire un papier au lieu de lire ou ajouter. Elle dit non, la nomenclature des masters, on ne la revoit que tous les 3 ans. Comment peut-on aujourd'hui administrer la France avec un timing, un tempo qui n'est plus celui de l'espace numérique où tout va tellement vite? Donc tant qu'on n'aura pas une loi qui dira pas un seul master ne peut être délivré sans une partie cyber correspondant au métier, à l'aspect qui est concerné, alors moi je dis c'est même pas la peine d'aller plus loin parce que ça veut dire que les cadres de demain sont même pas formés pour les enjeux qu'ils auront à traiter. Et puis pour les enfants des écoles, là c'est un travail avec les maîtres, avec l'éducation nationale, avec tous les acteurs locaux. On fait des actions, on fait des opérations, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il faut véritablement que la dynamique se développe. Je vous dis quand même que quand j'ai monté le FIC en 2007, certains disaient que c'était ma danseuse, que j'arrivais à un certain âge et qu'il fallait que j'ai une activité pour utiliser mes neurones. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est moi qui ai créé le FIC. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, ça vous montre bien qu'il y a une prise de conscience et que les gens de plus en plus s'approprient. Et ça, je pense que l'appropriation du problème, c'est la première réponse, c'est le premier succès qu'on peut avoir. Si les gens commencent à dire bah, ça c'est mon problème, alors ça c'est important. Mais vous voyez bien que c'est pas quelque chose qu'on doit dire, qu'on doit renvoyer aux autres. C'est pas à l'administration, à l'armée, à la police, à la gendarmerie, à la justice, à ça. C'est déjà même un dialogue public-privé. Parce que la réponse à la cybersécurité, on dit c'est l'État. Tu penses l'État, il est désormais minoritaire. La réalité, elle est dans le secteur privé. C'est le secteur privé qui a une grande partie de la réponse. C'est le secteur privé qui détecte les cyberattaques. C'est le secteur privé qui apporte des offres de sécurité. Et donc l'État aujourd'hui a aussi besoin de dialoguer avec lui dans un but justement de développer cette prévention. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et si on passe à côté de ça, si on reste encore sur les vieux modèles, les vieux schémas de la prévention telle qu'on la pratiquait au 19e ou 20e siècle, on se trompe, on est à côté de la plaque. Donc vous voyez, c'est, sur tous les domaines, y compris celui-là, c'est un changement de paradigme, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de comportement. C'est une action de visionnaire qu'il faut avoir et non pas de gens rétrogrades. Merci infiniment aux 3 intervenants. On prend une pause, on se retrouve dans 20 minutes.